Et coucou tout le monde, bah écoutez, bienvenue sur ce nouveau blog qui est filmé à partir de ma nouvelle résidence. Donc comme certains d'entre vous l'ont compris, je suis maintenant dans l'île de Shikoku et dans la ville de Takamatsu, voilà. En fait qu'avec les indices que je vous avais donnés, donc effectivement c'est l'endroit dont la spécialité sont les udon, il y a aussi les citrons et les olives. Effectivement, le parc qui est très connu, le jardin japonais qui est très connu, s'appelle le Ritsurin. Et j'espère que je vais bientôt pouvoir vous le montrer. Et puis, bien entendu, beaucoup d'autres endroits qui ont à voir avec l'art, et pour ceux qui ont lu Kafka sur le rivage, effectivement, c'est un livre qui est également basé ici à Takamatsu. Alors, je suis arrivée il y a à peu près une semaine, donc ça fait pas longtemps et en même temps ça fait quand même quelques jours, mais je risque de ne pas avoir beaucoup d'images à mettre pour l'instant parce que je suis en plein emménagement, voilà. C'est un petit peu le bordel. Il y a des cartons toujours de partout, alors je n'ai quand même vidé les trois quarts, mais c'est vrai que arrivé à ce stade-là, sans meubles, sans étagères, sans rien, je fais que remplir les placards du couloir et puis voilà, je fais que fourrer des trucs là où j'ai des creux et en fait ça n'aide pas. Donc là je commence à prendre un petit peu de mobilier. Bah là derrière moi vous avez le bureau et la chaise, ça m'a pris 4 heures à tout monter hier, j'en pouvais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas monté des trucs aussi, mais bon. En même temps c'est bien parce qu'il est grand, en plus vu comment je l'ai fait, je vais pouvoir avoir un angle pour justement pouvoir filmer tranquillement sans avoir sans arrêt à préparer des trucs Et d'ailleurs j'ai dû fermer les rideaux même si on est en plein après-midi parce que en fait quand j'ouvre les rideaux je suis à contre-jour, derrière c'est lumière flashouille et puis là c'est le visage de l'ombre, voilà. Donc pour cette fois-ci j'ai fermé les rideaux mais j'ai quand même préféré filmer sous cet angle-là parce que la dernière fois le mur tout blanc, je trouvais que ça faisait un peu hôpital, c'était pas terrible. Donc voilà, bah écoutez, c'est que des rideaux, mais c'est quand même un petit peu plus agréable comme fond. Voilà. Donc bien entendu, je vais vous parler de mes quelques lectures que j'ai en cours depuis ces derniers jours. Et puis, alors comme je vous l'ai dit, là je suis à fond dans le mobilier, façon de parler à fond. J'essaie de trouver des trucs d'occasion surtout. Sinon, tout ce qui est étagère, en fait, ça se trouve à des tarifs assez intéressants. Donc j'attends désespérément qu'on me livre depuis ce matin. Voilà, donc je suis un petit peu coincée à la maison. Et voilà, donc comme ce sont des choses pas chères par contre, et que comme vous le savez, je me suis remise à la peinture et à ce genre de choses, je me suis décidée aussi à me lâcher un petit peu, à faire du DIY, à faire tout ce genre de choses. Et donc vous allez peut-être me voir en train de faire des conneries à la peinture pour justement essayer de changer un petit peu les meubles, les choses comme ça. Enfin voilà, bon bien entendu pas les choses de l'appartement, mais donc voilà, donc je ferai des petites sections où je mettrai bien comme ça si vous voulez les sauter. Mais voilà, d'ailleurs aujourd'hui je suis en train de tester le Mod Podge. Donc le Mod Podge qui est en fait une glue qui permet de transférer des images sur n'importe quel support. Mais pour tester, en fait, j'ai acheté 2 petits morceaux de contreplaqué sur lesquels je suis juste en train de faire un test de plusieurs types d'images, de couleurs, etc. Et là, c'est en train de sécher sur la terrasse au soleil. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et écoutez, je vous montrerai ça. Après, c'est réussi, c'est pas réussi, voilà quoi. Et c'est l'une des choses dont je vais me servir justement pour décorer un petit peu mon nouveau mobilier, etc. Là, je suis toujours sur la table en plastique que mon boss m'a prêtée, parce que je la garde pour l'instant, ça me permet quand même de bouger pas mal de choses et d'avoir des supports. Et puis bientôt, je vais lui rendre, et puis comme ça, j'utiliserai juste le bureau derrière. Voilà, sinon, alors malheureusement, je n'ai pas non plus d'image de ça, mais j'ai enfin réussi à visiter le musée Ghibli juste avant de venir ici, en fait. 2 jours avant, donc il a fallu que j'aille à Tokyo pour aller voir le musée Ghibli parce qu'en fait c'est très difficile d'avoir des billets, pas au niveau des places encore que, mais aussi parce qu'il faut les prendre certains jours précis, etc. Et donc à chaque fois que j'y pensais, soit c'était trop tard, soit c'était trop tôt, voilà. Mais donc depuis que j'habitais là, c'était impossible. Soit effectivement c'était des moments où je savais pas si j'allais être disponible parce qu'il faut les acheter le mois précédent, voilà. Donc c'est un petit peu et là j'y suis arrivée. On peut rien filmer à l'intérieur, malheureusement, mais sincèrement, je me suis régalée. J'ai beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je savais que c'était un musée, pas un parc d'attractions. Donc, alors effectivement, il y a certaines reproductions, certaines choses comme ça, mais il y a aussi on nous montre beaucoup de techniques en fait du cinéma d'animation. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup tout ce qui est la technique du cinéma, des films, des pellicules, en fait tous ces les automates, en fait tous ces fonctionnements là. Moi je trouve ça absolument fascinant et donc ça fait partie des choses que j'ai vues.
Comme j'allais déménager 2 jours plus tard, je me suis dit pourvu que je trouve pas de bouquins intéressants. Et heureusement, il n'y en avait pas du tout en fait. Parce que les bouquins que je pensais peut-être trouver, en fait, ils n'étaient pas là du tout. Donc j'imagine que c'est parce que ça se trouve en librairie normale. Ça ne veut pas dire que j'ai pas craqué, mais j'ai pris des choses légères. J'ai craqué pour ce petit monsieur là. Voilà, pour ceux qui connaissent Le Voyage de Chihiro. C'est le bébé qui était transformé en hamster et qui ensuite se faisait transporter par une mouche. Si vous connaissez pas, vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Je l'ai trouvé trop mignon et c'est vrai que j'aime bien Totoro, mais on le voit partout. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est mon petit truc. Moi qui suis pas très peluche. Hein. Parce que c'est la seule d'ailleurs, je crois que j'ai. Ou en tout cas, j'en ai 2 autres, mais c'est pas vraiment des peluches, c'est plus de la déco, donc c'est pas pareil. J'ai également acheté ce stylo absolument fantastique. Il écrit hyper bien. Enfin, tous les stylos écrivent, hein, mais je veux dire, c'est hyper agréable. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître les figères. Attendez, il faut faire ça pour le focus. Est-ce que ça va marcher ? Et eh ben vous allez l'imaginer. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est le Chabus de Totoro. Je trouve génial. Et puis le Chabus aussi en pins. On verra bien où je le mets. Et voilà, tout simplement. Alors, écoutez, sur ce, on va passer quand même aux lectures. Parce que je suis en train d'en lire 2 en ce moment. Alors comme j'ai dit, les lectures que j'avais commencé en automne, pour l'instant... on va faire une pause. J'ai commencé La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Liu, qui revient effectivement sur toutes les légendes et les histoires vraies qui sont passées au Cecil Hotel, qui est considéré comme l'hôtel le plus hanté des États-Unis, voire du monde, et dans lequel effectivement il s'est passé un nombre incalculable de choses. Parmi les choses avérées, des meurtres, des suicides, des overdoses, en veux-tu en voilà, il y en a un paquet, et également certaines personnes y ont séjourné, dont 2 tueurs en série assez connus. Enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça, et bien entendu, alors est-ce que c'est à cause de tout ce qui s'est passé ou est-ce que ça a été à la même époque? Il y a beaucoup de gens aussi qui ont rapporté des apparitions, des poltergeists, des choses comme ça, voilà. Ce qui va plutôt bien avec la réputation de l'hôtel. Cet hôtel est à Los Angeles, dans le Skid Row, qui est le quartier malfamé de Los Angeles et qui doit être l'un des pires quartiers du monde, puisque cela fait presque 100 ans, en fait, qu'on y met tous les rebuts de la société, c'est-à-dire que non seulement c'était déjà... je crois dans les années 20, oui donc c'est ça, ça fait plus d'un siècle, hein. Non seulement c'était l'endroit où allaient tous les SDF, les pauvres, les gens qui n'avaient pas d'argent, les gens qui ne savaient pas où aller, les drogués, les alcooliques, etc. Mais plusieurs décennies plus tard, la police de la ville a aussi pris l'habitude, quand ils ramassent justement des personnes dans ces conditions-là, même s'ils ne sont pas du quartier en fait, ils les laissent dans ce quartier-là. Voilà. Ils s'en servent un petit peu comme dépotoir. Quand ils savent pas quoi faire avec les gens, ils les foutent là. Voilà. Et donc, c'est dans ce quartier-là qu'est le Cecil Hotel. Le Cecil Hotel qui a été construit à une époque où justement le quartier se développait très bien. Mais avec la crise de 29, en fait, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Le quartier, l'économie, tout. Et l'hôtel a très vite suivi, malheureusement, cette chute générale. Et c'est aussi ce qui a fait sa célébrité, puisqu'il a été construit dans un style art déco, un peu à la mode Gatsby le Magnifique. Enfin, il a un hall absolument incroyable. Et très très vite, justement, à cause des changements de conditions, il a aussi servi de résidence permanente à certaines personnes qui étaient dans le quartier pour justement pouvoir aller dans un endroit à bas prix. Donc tout ça fait que finalement cet hôtel, contrairement à d'autres de cette époque-là, est toujours debout et qu'en même temps sa réputation est l'une des pires qui soit. En ce moment il est fermé, il est en rénovation. Et voilà, donc en fait Sonia Liu a décidé de nous faire découvrir cet hôtel, en particulier par rapport à toutes les histoires qui sont censées s'y être passées, puisque certaines, effectivement, on ne le sait pas à 100%. Ce ne sont que des suppositions, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont passés dans le quartier, des gens plutôt, soit qu'il est arrivé des choses, soit qui étaient plutôt malfamés. Et donc, une partie, effectivement, est plutôt du domaine du mythe, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont vraies. Voilà. Elle commence d'ailleurs avec le cas, je pense que dont quasiment tout le monde a vu les vidéos, de Elisa Lam,
une pauvre jeune fille en fait qui a séjourné là-bas, puisqu'une partie a été asservie pendant quelques années d'auberge de jeunesse, et en fait qui vraisemblablement s'est retrouvée dans un état second, dans un état assez particulier. On a juste une vidéo d'elle dans l'ascenseur en train de surveiller les couloirs, et c'est une jeune fille justement qui a été recherchée pendant quelques temps, puisqu'elle a disparu après cette vidéo, et que l'on a retrouvée dans les réservoirs d'eau du toit de l'hôtel, où il a été déclaré en fait qu'elle s'est suicidée, alors que normalement cette partie-là n'était pas accessible, et qu'en plus pour aller dans les réservoirs d'eau, enfin c'est plus facile de sauter du toit, quoi, voilà. Donc voilà, donc effectivement à partir de là, ça a commencé à générer toutes sortes d'histoires. Il y a les gens aussi qui ont commencé à faire des recherches sur pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Donc il y a tout un tas de mythes autour de ce cas-là, mais effectivement, cette jeune femme a été retrouvée comme ça. Voilà, donc c'est avec ce cas-là qu'elle commence. Donc pour l'instant, j'en suis à peu près, je dirais, un quart du livre. Et je dirais que c'est très intéressant. C'est complètement à l'image de ce qu'elle fait sur sa chaîne. Donc s'il y en a qui ne la regardent pas encore, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Elle a toujours ce recul qui fait qu'elle te donne les faits et non pas, n'essaye pas d'enjoliver ou d'en faire un petit peu des choux gras pour attirer le chaland. Elle donne les faits, on en fait ce qu'on veut, et également elle a elle-même vérifié certains mythes, certaines légendes, aussi certaines rumeurs, tout simplement pour voir quelle était la possibilité de ces choses-là ou non. Et donc c'est vraiment du travail d'enquête en fait. C'est très très intéressant, c'est très bien fait. Il y a un côté documentaire plus que comment on dit ça, plus que voyeur. Voilà, c'était ça que je voulais chercher comme mot. Donc du coup, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve l'écriture bonne. Rien d'exceptionnel, rien de mauvais, c'est-à-dire que ça se lit très bien. Il y a un côté assez journalistique, hein, comme je viens de le dire. Donc ça se lit vraiment comme des articles de journaux, comme des choses comme ça. Et donc c'est très informatif, je trouve ça très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle revient aussi sur l'histoire de l'hôtel elle-même, et pas que de chaque cas qu'il y a eu à l'intérieur, ce qui nous permet aussi de comprendre le contexte dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Voilà. Donc pour l'instant, je passe un bon moment. Je pense que ça va continuer. Par contre, je ne le lis pas le soir. Parce que pourtant moi qui aime bien les livres d'horreur en général je m'en fous, mais ça en particulier, non seulement j'ai vu ces vidéos, mais j'ai vu aussi plusieurs vidéos sur cet hôtel. Vous voyez, quand on est intéressé quand on s'intéresse à ce genre de choses, des fois on se fait un petit peu peur aussi, hein. Et donc j'ai déjà vu un certain nombre de vidéos et de choses basées là-dessus qui étaient quand même assez flippantes, et donc quand je le lis, j'ai ces images qui reviennent. Donc du coup ça je le lis en pleine journée, voilà, là tout de suite c'est une heure idéale pour lire ce genre de choses. Voilà. Deuxième livre que j'ai commencé, c'est L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc, celui qui a écrit Arsène Lupin, et pour lequel j'étais très étonnée, parce que contrairement au précédent, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais regardé Arsène Lupin, j'ai jamais lu d'Arsène Lupin, même si celui-là, il semblerait, Arsène Lupin n'intervient pas beaucoup. Mais du coup, je ne connais pas le type d'histoire, le type d'enquête. Est-ce que c'est un peu à la Sherlock Holmes ou pas? Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu la mode. Donc voilà, donc c'était une surprise. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce type d'histoire. Alors j'étais très contente, hein, d'autant plus vu mes goûts. Parce que pour l'instant, il y a un côté très mystérieux, mais pas forcément enquête policière. Mystérieux, plutôt fantastique, magique, bizarre. Encore une fois avec des malédictions, on reste un petit peu dans le même thème, même si c'était pas voulu. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Alors, ce roman nous raconte l'histoire de Véronique, dont la famille était assez connue, mais qui a décidé de s'enfuir avec un homme qu'elle aimait. Et effectivement, dont le père a tout fait, son père à elle, hein, a tout fait pour l'en empêcher, mais elle y est quand même arrivée. Et son père, qui était quelqu'un d'assez strict, quelqu'un d'assez... Et ben voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Maintenant, j'ai encore des cartons. Oh mon Dieu, plus j'en enlève, plus il y en a. Non, mais en fait, je viens juste de recevoir ma livraison. Bref, nous disions donc, je ne sais plus, je sais que je parlais de L'île aux 30 cercueils, qui nous raconte l'histoire de cette femme, Véronique, qui va donc partir à la recherche de son père et de son fils qui sont supposés morts, puisque suite à son mariage avec
avec la personne avec qui elle s'était enfuie, Véronique a eu un bébé. Et pour se venger, en fait, le père de Véronique a décidé de kidnapper le bébé et de s'enfuir avec. Sauf que le bateau sur lequel ils étaient a fait naufrage et donc les deux ont été portés disparus et considérés comme morts. Bien des années plus tard, 14 ans plus tard si je me rappelle bien, Véronique, lors d'un voyage, va commencer à voir des signes et des images qui la concernent. Elle va retrouver sa signature de quand elle était jeune fille sur des pas de porte, sur des endroits où il n'y a absolument aucun lieu d'être. D'autant plus qu'elle est à ce moment-là en séjour en Bretagne, où elle n'avait jamais mis les pieds avant. Voilà, et où elle ne connaît personne. À partir de là, elle va commencer à faire connaissance avec certaines des personnes qui sont aux alentours et qui vont lui parler d'une île dans laquelle son père et son fils seraient en fait là depuis des années et qui connaîtraient une malédiction terrible, mais tout le monde ayant peur de cette malédiction, étant superstitieux, personne ne veut lui dire de quoi il s'agit. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'histoire maintenant. La seule chose que je vous dirais, voilà, c'est que c'est très très intriguant parce que il y a des scènes quand même qui sont assez flippantes, surtout quand on ne sait pas du tout dans quoi on se met. Quand j'ai pris ce livre-là, j'en avais vaguement entendu parler, j'en ai entendu parler sur certaines chaînes Booktube, mais alors je sais pas s'ils n'ont pas donné le résumé ou si je n'ai pas écouté, parce que des fois ça arrive, ou si j'ai pas retenu. Parce que ça arrive encore plus souvent. Mais voilà, donc du coup, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je m'attendais plutôt, vous savez, comme dans les Sherlock Holmes, avec au début un dialogue avec les personnages principaux, et puis il y a quelqu'un qui se fait tuer, et puis il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que là, en fait, globalement, personne ne s'est vraiment fait tuer. C'est plus une disparition. Et ensuite, effectivement, ces signes, ces symboles, où effectivement, il y a des images cachées, des choses comme ça, en fait, sur les routes, et un peu comme si aussi il devinait par quel endroit elle allait passer. C'est très très étrange. Pour l'instant, c'est très bien écrit. Je me régale. Voilà. Après, ces derniers mois, comme je vous ai dit, j'avance pas très vite. Mais là, je sens un début de remotivation. Peut-être justement parce que j'ai complètement changé le style de mes lectures. Parfois, le style des lectures va aussi avec l'humeur. Alors même si j'aime bien lire tout et n'importe quoi, il y a, je pense, comme pour tout le monde, des moments où il y a des choses qui passent beaucoup mieux que d'autres. Ça vient aussi avec l'humeur, avec le mood, enfin avec plein de choses. Et effectivement, les lectures que j'ai laissées tomber, sincèrement, me plaisaient. C'est ça le pire, c'est qu'elles me plaisaient. Mais quand je reposais le bouquin, je les regardais, je me disais, oh, j'ai pas envie d'y retourner. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et si ça se trouve, dans 2-3 mois, je vais les reprendre et je vais me dire, ah, mais pourquoi je les ai tombés? Mais bon, bref, on s'en fout. Ben écoutez, maintenant que j'ai reçu mes cartons, que je suis enfin libre de ma journée, il est 3h de l'après-midi. Il va falloir que j'aille au Tout à 100 yens, ces boutiques magiques où les choses ne coûtent pas grand chose, pour essayer justement de grappiller quelques petites choses dont j'ai besoin, des boîtes de rangement, des choses comme ça. C'est vrai que ces boutiques-là, elles sont vraiment géniales parce que on trouve une quantité de choses pour pas cher, des cintres, des conneries comme ça. Alors oui, c'est pas forcément des trucs hallucinant ou très très beau, mais au niveau du dépannage, c'est génial quoi. Quand vous emménagez, vos couverts, votre assiette, votre verre, vous allez au Tout à 100 yens puis vous les avez quoi. Donc c'est très très pratique, les éponges pareil, tout ce genre de choses. Pourquoi je vous parle du Tout à 100 yens? Surtout je suis sûre que vous connaissez tous. Vous avez déjà dû en entendre parler si vous suivez les autres chaînes et tout. Et sinon, dernière petite chose. Alors, mais c'est pas sûr. Justement, comme je n'ai pas beaucoup d'images à vous mettre cette fois-ci, je vous ferai peut-être un petit tour de l'appart quand même. Ça me servira aussi d'avant-après pour moi. On verra bien. Soit cette vidéo, soit le prochain vlog si je n'ai pas assez d'images à mettre. Je vais vous mettre des images d'il y a 2 ans où je suis allée à Wakayama. Parce qu'il n'y a pas longtemps, sur la chaîne de Louis San, il a posté une vidéo justement sur les métiers improbables qui n'existent qu'au Japon. Et il a parlé, il y en a peut-être qui connaissent, mais peut-être pas tous, de Tama. Alors la gare de Tama, en fait, elle est fermée. Et c'est une gare qui, pour essayer de réattirer des gens et garder la ligne de chemin de fer, et donc les employés, pour qu'ils puissent garder leur job, ils ont décidé, parce que tout le monde aime les chats, de mettre un chat en chef de gare. Voilà. Et donc pendant des années, il y avait ce chat avec sa casquette et tout là qui était chef de gare. Et de plus en plus de gens sont allés visiter cet endroit juste pour aller voir le chat. Il y a quelques années, ce chat est décédé. Et en fait, il a été remplacé par maintenant ni Tama,
Non, ça veut dire Tama 2. C'est le nom de la gare, hein, donc le chat a le même nom. Et donc je suis allée le voir là-bas à Wakayama. En fait, pourquoi je parle de cette vidéo? Tout simplement parce que, en voyant sa vidéo, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je vais revoir le vlog que j'ai fait, puisque je savais que j'avais filmé pour le vlog. Et je m'étais dit, tiens, comme ça, je vais revoir les images, parce que c'était tout mignon avec le chat-train. En plus de ça, le train, c'est une bibliothèque à l'intérieur, un truc incroyable. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai jamais fait le vlog. En fait, c'était à la période, vous savez, quand j'ai commencé cette chaîne, pendant quelques mois, je l'ai fait, et ensuite, je me suis arrêtée pendant plusieurs mois, pas comme cette fois-ci, c'était beaucoup plus long, j'ai arrêté peut-être pendant 9 mois. Mais j'ai continué de filmer pour la chaîne, en me disant que j'allais faire une vidéo. Et en fait, tout mon séjour à Wakayama, je ne l'ai jamais mis. Voilà. Donc, soit je vais les utiliser pour ce vlog, soit je les mettrai peut-être pour le prochain, mais parce que de ce que je me rappelle, sincèrement, à Wakayama, je m'étais régalée. Et d'ailleurs, j'y retournerai avec plaisir parce que c'est pas très loin d'ici. En bateau d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, écoutez, je vais réfléchir et puis je vais arrêter de blablater comme ça comme d'hab dans le vide. Je parle beaucoup, je tourne toujours autour du pot. Tout ça pour en arriver à dire une chose. Voilà, bref. Sur ce, je vais aller m'aérer la tête, ça va me faire du bien. Et puis voilà. À plus.
Alors, comme promis, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. En fait, c'est plus pour avoir une idée du avant-après. Comme ça, moi aussi, je pourrais voir un petit peu la différence. Et puis comme ça aussi, ça vous permet de voir à quoi ressemble un appartement japonais moderne. Par contre, je vous préviens tout de suite, il y a toujours des cartons, du bordel partout. En plus, j'ai mon vieux pull qui commence à avoir de la peinture, forcément. Voilà, puisque ce matin, j'ai commencé à les tester un petit peu pour voir les couleurs, pour voir comment j'allais me débrouiller pour faire ça. Et ben écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici vous avez le salon avec la table en plastique que m'a prêté mon boss. Et puis là donc le bureau que j'ai mis je ne sais combien d'heures à monter l'autre jour. Alors attendez, parce qu'à contre-jour, ouais, c'est pas évident. Et puis il est déjà envahi de tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous verrez pas grand chose. C'est vrai qu'au niveau de la taille, il est franchement l'appartement, moi je trouve que pour une personne il est plutôt... Bon ça c'est mon foutoir, hein. Il est plutôt bien. Voilà, donc en général dans les appartements japonais, il y a dans la cuisine du gaz, mais j'ai réussi à trouver un appartement où c'était électrique. Parce que, ouais, j'ai peur du gaz, hein. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, donc un placard énorme avec plein de bordel, parce qu'il n'y a pas de raison, voilà. Donc ça, pour l'instant, en gros, c'est vide. La chambre, bien entendu, en sachant que je n'ai pas fait mon lit, voilà. Mais la chambre typique de 6 tatamis, c'est vraiment la taille classique, hein. C'est exactement la même que j'avais dans mon autre appart, voilà. Avec bien entendu les portes coulissantes et pas besoin de l'ouvrir pour montrer mon bordel, mais voilà, donc vous voyez bien les placards typiques coulissants très japonais. Ensuite, dans la cuisine, alors ça, je sais qu'il y en a dans beaucoup de maisons japonaises, mais moi c'est la première fois. C'est un espèce d'interphone avec écran et tout le tralala. C'est très bien, voilà, personnellement je suis très contente parce que j'avais pas du tout ça avant et c'est vrai que c'est très pratique. Rien d'exceptionnel ici. Et par contre la salle de bain qui elle est effectivement ce qu'il y a de plus japonais. Alors ça met un petit moment avant de s'éclairer. Allez, voilà. Avec la machine à laver que j'ai réussi à dégoter d'occasion, ce qui est vachement bien parce qu'ici en fait les machines à laver sont assez chères. Et du coup j'ai réussi avec l'installation, elle m'a coûté 100 €, quoi, voilà. Donc typique, voilà, rien de spécial. Là où ça devient vraiment très japonais, c'est hop, forcément je suis pas encore familière des boutons parce que regardez, en fait ici quand c'est allumé ça veut dire que ça marche pas, mais sur celui-là quand c'est allumé ça veut dire que ça marche. Voilà, alors vas-y, démerde-toi avec ça. Alors, au Japon, c'est toujours douche et baignoire, tout ensemble. Voilà. Donc là, vous avez la douche, la baignoire. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand vous prenez votre douche, vous pouvez en foutre partout. C'est pas un problème, puisque c'est... en fait, tout est dans la même pièce, c'est fait exprès. Voilà. Et, alors attention, là par contre, c'est une première pour moi. Avant, j'avais des toilettes avec la cuvette chauffante. Mais maintenant, j'ai les vraies cuvettes avec... tout plein de boutons qu'il va falloir que je teste, tout ça, enfin voilà, qu'il va falloir que j'essaye pour essayer de voir qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Il y a des changements de lumière, j'ai l'impression d'être rouge, je sais pas si c'est rose fluo ou rouge tomate, bref. Voilà, donc là vous avez tout, c'est-à-dire comme d'habitude, il y a pour se nettoyer les fesses, pour le bidet, je sais pas pourquoi elle montre un visage, puisque c'est pas du tout là que ça se passe. Voilà, et puis donc la température, le machin, hein, il y a un timer, enfin il y a plein de choses. Et chose très bien, ici, c'est pour recycler l'eau. C'est-à-dire que quand vous tirez la chasse, je vous fais une démo. Hein. Voilà. Ça vous permet en fait de vous laver les mains, de rincer quelque chose, etc. Sans gâcher de l'eau, effectivement, à chaque fois que vous tirez la chasse. Bon, tout n'est pas utilisé, hein, mais effectivement, c'est vrai que c'est... je trouve ça vachement pratique et pour une fois, effectivement, ça utilise bien les choses. Sinon, dans le couloir, les placards que je vous disais absolument gigantesques et qui pour l'instant me servent juste à fourrer tout ce que j'avais dans les cartons. Voilà. Oh, j'arrive même pas à passer, tiens. Ah, voilà. Donc. Voilà. Avec bien entendu mes bouquins d'archéo qui pèsent 1 tonne. Voilà. Donc de l'autre côté, c'est à peu près pareil. Et ouais, et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'étagères. Ça, on appelle ça le genkan.
C'est toujours un petit carré comme ça à l'entrée pour que vous enleviez vos chaussures parce qu'il ne faut jamais rentrer avec ses chaussures au Japon. Donc vous les laissez là. Et la plupart des appartements, alors celui que j'avais avant c'était beaucoup plus petit, mais vous avez toujours un placard pour les chaussures. Voilà, bon celui-là il est super grand, hein, avec les fusibles, voilà. Et encore des trucs que j'ai planqués ici parce que j'avais pas la place. Voilà. Personnellement, la partie qui m'intéresse le plus c'est le balcon. Parce qu'il est assez large, mais je vais essayer de ne pas trop parler pour vous montrer. Hop, avec, bien entendu, la moustiquaire magique et un filet pour éviter que les oiseaux ne viennent s'écraser ou faire caca sur le balcon. Et vous voyez ces espèces de séparation qu'on a entre le balcon des voisins. En fait, c'est une sorte de sortie de secours. Donc si jamais vous êtes coincé dans votre appartement pour une raison quelle qu'elle soit, vous pouvez le casser pour justement repartir à partir de votre appartement pour si vous êtes coincé par le feu. Pas terrible ça. Alors juste un petit récap avec mon bidule là où je vous avais dit justement que je faisais un test pour essayer du transfert d'images sur divers supports. Ça a marché plutôt étonnamment bien. Normalement il faut le laisser sécher à peu près 24 heures d'après ce que j'ai compris pour que ça fonctionne. Il y en a qui disent moins longtemps. Donc j'ai commencé celui-là vu que j'en ai fait 2 exprès. Au bout de 10 heures. Voilà, j'ai attendu 10 heures. Les images ont très bien pris. Voilà, là on voit bien que j'ai enlevé le papier. Par contre, en ayant enlevé le papier, quand c'est mouillé, on voit très bien. Par contre, quand ça sèche, on a l'impression que c'est un petit peu blanchâtre. Alors, écoutez, je vais essayer de continuer de frotter pour voir si ça continue d'enlever du papier, en espérant que ça n'enlève pas l'encre qui normalement est censée être restée sur le bois. Et sinon, ce que je vais essayer aussi, c'est de remettre un coup de colle, mais par-dessus, en fait, pour le vernir. Voilà. Puisque si j'ai bien compris, ça sert aussi. Et peut-être qu'en mettant une couche de colle, justement, on verra plus tout ça. Puisqu'en fait, regardez, si je mets juste de l'eau, tada, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Voilà. Et quand ça sèche, on dirait que c'est plein de poussière. Donc voilà. Par contre, je crois que je vous avais dit aussi que j'avais utilisé le mat et le glossy. Alors, le mat est de ce côté-là, le glossy de ce côté-là. Il n'y a pas de différence. Sauf que sur le bois, ça fait un peu j'ai raté ma peinture quoi. Voilà, c'est pas terrible. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux utiliser le mat. Et demain, je vais pas faire ça maintenant parce que en même temps, ça sent pas très fort, mais quand même, je préfère avoir les fenêtres ouvertes, même si c'est pas toxique ni rien. Mais demain, j'essaierai de mettre une couche de colle par-dessus. Une partie mat, une partie glossy pour voir la différence. Et sur l'autre partie, je vais continuer de frotter. Voilà. Et puis j'ai l'autre encore qui est pas encore enlevé, que je garde exprès pour demain pour que ça fasse les 24 heures pour voir si oui ou non il y a une différence. Voilà. Écoutez, pour ceux qui sont intéressés par le DIY et ce genre de choses, écoutez, peut-être que je vous donne des idées, j'en sais rien. Mais le but étant en fait de pouvoir décorer tout ce que je veux avec ce que je veux. Voilà. Puisque, si j'ai bien compris, cette technique peut être utilisée à peu près sur n'importe quel support, n'importe quel matériau. Et donc, je pense éventuellement, voilà, par exemple, mettre un truc peut-être sur un meuble, sur un pot à crayon, des conneries comme ça, voilà. De voir un petit peu. Par contre, un truc qui ne me fonctionne pas, c'est quand ce sont des motifs dont la couleur est censée avoir des reflets métalliques, des choses comme ça, ça fait papier peint, hein, y a pas de... Voilà. Ça fait juste des dégradés de couleur, mais il n'y a pas du tout l'effet métallique comme c'était le cas. Ici, j'ai un peu frotté fort, hein. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je veux faire celui de 24 heures pour voir si ça résiste un peu mieux. Ici j'y suis allée un petit peu plus mollo et puis on voit bien qu'à peu près tout est resté. Ça à la base c'était comme ça, hein, sur le papier, donc c'est pas... peut-être pas ce truc là au milieu, mais cette partie là oui. Donc voilà, donc ça a pas trop... j'ai pas trop destroy le truc. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Coucou, je vous reprends quelques temps plus tard, pas bien plus tard en fait, hein, le lendemain ou 2 jours plus tard. Parce que déjà je voulais vous donner un petit peu les nouvelles de mon test de transfert d'image, parce que j'ai essayé plusieurs techniques
comme je vous avais expliqué. Et effectivement, alors en attendant plus de temps, j'ai l'impression que ça a mieux pris, sauf que ça a plutôt bien pris sur le côté mat et pas trop sur le côté glossy. Donc je me demande en fait, c'est pas juste la façon d'enlever le papier, en y allant un petit peu plus doucement, peut-être qu'il marche mieux, je ne sais pas bien. En attendant, je m'étais retrouvée avec, vous savez, ce truc un petit peu blanchâtre justement de reste de papier que j'arrivais pas à enlever. Et en fait, j'ai trouvé le truc parce que maintenant, j'ai réussi à complètement l'enlever sur ce côté-là. En fait, j'ai enlevé le papier avec le doigt plutôt qu'un chiffon. Du coup, c'est peut-être ce qui a préservé les images un petit peu mieux. Et par contre, j'ai attendu un petit peu après de revoir la couche blanche qui apparaissait. Et là, avec un chiffon humide, c'est là que j'ai frotté vraiment petit à petit. Et du coup, là, bah, c'est bien ressorti. J'ai pas encore remis un coup de colle dessus. Donc ça, déjà, ça fonctionne bien. Voilà. Et donc, ensuite, je vais mettre le coup de colle de l'autre côté pour voir si ça aussi, ça enlève les traces blanchâtres. Voilà. Je sais pas en fait si je vous ai vraiment expliqué la méthode du truc, mais si vous voulez un peu plus de détails, vous me demanderez. Mais en fait, c'est génial parce que c'est une technique qui permet de mettre n'importe quoi sur n'importe quoi. Voilà. Et comme je vais l'appliquer sur certaines choses, bah, écoutez, vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Ça, c'était vraiment juste des bouts de bois. C'est des tests. Hein. J'ai mis tout et n'importe quoi dessus. Mais je vais commencer à faire ça sur certaines choses que j'ai. Donc, on verra bien. Et puis, surtout, s'il y a des choses que j'ai oublié de vous expliquer, parce que des fois, j'explique, je tourne autour du pot, puis en fait, j'oublie le principal. Vous me le dites, hein, vous mettez les questions, et puis je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Autrement, parce que je ne pense pas terminer les livres suffisamment vite, en fait, pour pouvoir sortir mon vlog, mais j'ai pas encore envie d'attendre 3 plombes. Je pense que je vais terminer le vlog avant d'avoir terminé les livres. Et puis, s'il faut, dans 2-3 jours, que je vous en remette un autre, où là je filmerai peut-être mes dernières impressions si j'arrive justement à les terminer suffisamment rapidement. Sinon, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, autre chose dont je voulais vous parler pour revenir sur les bouquins du coup, puisque je ne vais pas vous reparler de ce dont je vous ai parlé il y a 2 jours. Alors en fait, je vous avais déjà parlé du Problème à 3 corps, qui est une trilogie de science-fiction de Liu Cixin, qui est un auteur chinois et non pas américain d'origine chinoise comme d'autres qui sont plus connus comme Ken Liu par exemple. Et que j'adore absolument, mais avec lequel je me suis retrouvée avec un dilemme que je n'ai jamais eu jusqu'à présent. C'est-à-dire que, comme je ne veux pas me sortir de cette histoire, je ne veux pas sortir de ce contexte, je ne sais pas, et ben du coup, je ne termine pas. Voilà. Le problème, c'est que ça fait 3 ans que je l'ai commencé et que j'ai vraiment envie de le finir. Et bah oui, des fois, on est un petit peu con, mais je me suis dit, en fait, rien ne m'empêche quand je l'ai fini de le relire si vraiment cette histoire me plaît à ce point-là. Et en fait, je me suis dit, mais au fait, pourquoi ne pas le relire maintenant ? Comme ça me permet de reprendre le 3e tome là où j'en étais, sans, en me rappelant absolument de tout au niveau de l'histoire. Alors par contre, ce que j'ai fait, et qui en fait était une très bonne idée, et c'est pour ça que je voulais vous en reparler, parce que je ne vais pas revenir sur ce roman, parce que j'en ai déjà parlé 36 000 fois, c'est que j'ai décidé de l'écouter en audio. Je me suis dit comme ça, quand je me balade, il faut que j'arrête avec mes parce que en fait depuis que je me filme, je me rends compte que je sans arrêt, et je m'auto-soule avec ça. Bref, désolée pour les intempestifs, je vais essayer de me contrôler. Bref, donc j'ai décidé de me les écouter en audio, et ça a été une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que je connais déjà l'histoire, parce que du coup, si pendant 5 minutes je prête pas attention, c'est pas bien grave, et en même temps je me replonge dans l'histoire, en n'ayant pas l'impression de perdre du temps. Je pense que je l'avais déjà dit, je ne suis pas une personne qui relit les livres, c'est rarissime, et parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire dans ma vie, qu'une vie ne sera jamais assez longue pour lire tout ce que j'ai envie de lire, et que pour moi, je considère ça un petit peu comme une perte de temps. Et pourtant, il y a des livres qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de relire, juste pour se replonger dans l'ambiance, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, et ces derniers mois, je commence à avoir des envies de relire des histoires que j'ai adorées. Et en fait, je me rends compte que l'audio, c'est une solution idéale. Parce que je n'ai pas cette impression de perdre du temps, parce que malgré tout, ça me permet de me replonger dans l'histoire pendant que je fais d'autres choses en même temps. Donc j'ai l'impression d'être utile aussi à la fois. Et oui, et donc du coup, en fait, c'est un vrai régal. Et j'ai déjà terminé le 1er tome, l'air de rien, pour vous dire. Donc, le 1er tome du Problème de raccord a été... je viens de bosser quelques heures, donc... j'ai beaucoup parlé. Bref, mais je me régale.
toujours autant que la première fois. J'ai été surprise parce que je sais ce qui se passe dans l'histoire. Les surprises n'y sont plus, du coup, pour moi. Mais malgré tout, j'étais à fond de me dire « Ah oui, mais c'est vrai, à ce moment-là, il y avait ça qui se passait. » Enfin, j'étais vraiment à fond dans ce bouquin. Vraiment, il n'y a rien à dire, ça confirme, je l'adore. Et par contre, ça m'a donné une idée. Je me suis demandé si je n'allais pas tout de suite, mais dans les semaines, les mois qui viennent, surtout quand il va vraiment commencer à faire beau, que je vais vraiment avoir fini mon bordel dans l'appartement et que donc je vais pouvoir consacrer du temps à des balades, je me demande si je ne vais pas me réécouter Kafka sur le rivage. Pourquoi ? Bon, il y en a qui ont déjà compris pourquoi. Mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, parce qu'ils n'ont pas lu le livre, parce que je suis maintenant à Takamatsu dans le Shikoku et que Kafka sur le rivage se passe dans cet endroit. Et je me demande en fait si de relire ce livre que j'avais beaucoup aimé mais dont je ne me rappelle pas beaucoup, en repassant dans les endroits qui sont cités par le livre, justement, ne me donnerait pas une expérience de lecture tout à fait nouvelle. Et je pourrais vous montrer ces endroits, peut-être en reprenant certains passages ou en parlant, à condition que ça ne spoile pas l'histoire, bien entendu, mais effectivement aussi pour vous montrer justement les histoires, pas les histoires, je commence à me fatiguer moi-même. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc tout simplement parce que ça vous permettrait vous aussi de voir les endroits qui sont cités dans le livre, même si vous n'y êtes jamais venu, même si voilà. Donc je me dis ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Et puis éventuellement aussi de lire du Kafka tout court. Parce que, à part la Métamorphose que j'ai lue quand j'étais ado et que je me rappelle plus grand chose à part que c'est un cafard, je me dis tiens, peut-être aussi que je pourrais peut-être allier les deux. Voilà, donc c'est une petite idée que j'ai. Dites-moi si ça vous intéresse, même si c'est pas immédiat. Je pense que, mais bon, bientôt ça va être les cerisiers, ça va être tout ça, donc je vais en profiter pour justement aller me balader, mais ça va peut-être prendre du temps pour réussir à trouver les endroits du livre et à les explorer et à les identifier en fait. Donc, mais dans le futur, est-ce que ça vous intéresserait effectivement de voir une petite vidéo comme ça, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui se passent dans le Shikoku. Donc, mais celui-là est tellement célèbre que je pense beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas, ça serait peut-être une petite idée. Bref, voilà, écoutez, je pense qu'on bouclera la vidéo là-dessus. Très certainement, je vais quand même mettre une couche de colle sur le côté blanchâtre pour voir si oui ou non, ça élimine aussi ce côté blanchâtre et que donc on peut s'en servir pour non seulement protéger mais aussi couvrir ce truc. Je vous donnerai le résultat très certainement demain quand ça aura séché. Mais je ne ferai que vous le montrer, donc ça prendra que quelques secondes, hein, vous en faites pas, voilà. Et puis écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour très certainement une nouvelle vidéo, un vlog, donc la suite de celui-ci, ou aussi mes bilans de challenge, parce que je ne les ai toujours pas filmés. Et puis il y a encore certaines petites choses qui étaient déjà filmées et que j'ai encore à vous montrer. Voilà, bref, planning assez chargé, y compris pour Booktube. Mais tant mieux, il vaut mieux ça que quand on n'a rien à dire. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Ciao, ciao! Alors voilà le résultat final après avoir mis une couche de glu. Donc effectivement, ça fait partie la petite couche, ça fait partir la petite couche blanchâtre. Mais je trouve quand même que par endroits, on la retrouve assez facilement. Comme ici, là, sur les bords, et ici, de ce côté-là. Donc, je pense que au final, ça vaut peut-être l'effort de juste nettoyer une deuxième fois, comme je l'avais fait ici. Ici, il n'y a pas de couche supplémentaire, hein. Mais effectivement, ou juste en remettant un petit coup après avoir attendu un petit peu, ça enlève au final tout ce côté blanchâtre. Et après, éventuellement, vernir. En ce qui concerne le mat et le brillant, alors attendez, ici ça se voit mieux je trouve parce que la limite est ici, voilà, donc ici ce côté là c'est brillant, ce côté là c'est mat. Bon là c'était un petit peu pourri hein, ce que j'ai fait, mais bon et personnellement j'ai l'impression que ça change les couleurs, mais ça dépend de l'effet qu'on veut avoir, hein, tout simplement. Par contre ça fait ressortir le papier blanc quand on est côté brillant, je trouve, voilà. Voilà, après, écoutez, à vous de voir si vous voulez essayer ce type de choses ou pas. Voilà, moi, je vais commencer à l'essayer pour faire, en fait, des labels, des étiquettes, mettre des noms sur mes boîtes en plastique, éventuellement mes poubelles, pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Et puis, je vais voir ce que je peux faire d'autre avec ça. Voilà.